L'histoire commence lorsqu'un type nommé Aragito se réveille dans un endroit étrange. Il est complètement perdu, et les gens qui font la queue devant lui se plaignent tous d'être morts. Aragito pense qu'il était en route pour faire du ski avec certains de ses collègues. Il se demande si le bus dans lequel il se trouvait a eu un accident, car ses souvenirs de ce qui s'est passé sont flous. En regardant autour de lui, Aragito commence à se demander si tous ceux qui font la queue avec lui sont réellement morts. Il aperçoit même sa patronne de son pays d'origine, et elle s'appelle Igarashi. Juste à ce moment-là, un guide commence à appeler tout le monde dans l'ordre et lui dit d'avancer calmement. Quand vient le tour d'Aragito, le guide lui remet une licence et lui donne quelques instructions. Elle lui dit que, une fois arrivé, il doit se rendre à la guilde en premier et choisir son métier. Aragito ne comprend pas ce qu'est la guilde, mais le guide l'envoie dans son nouveau monde avant qu'il n'ait pu poser de questions. Alors qu'il est téléporté, le guide lui souhaite la bienvenue au pays du labyrinthe et lui dit qu'il va maintenant commencer sa nouvelle vie. La première étape d'Aragito dans ce nouveau monde est une guilde, comme le guide le lui a dit. À l'intérieur, il aperçoit une femme dont il est presque certain qu'elle était dans le bus avec lui dans son ancien monde. Une réceptionniste nommée Louisa aide cette femme, et elle révèle que son nom est Suzuna. Louisa félicite Suzuna parce que sa demande pour devenir une prêtresse a été acceptée après l'évaluation de ses aptitudes. Alors que Suzuna s'en va joyeusement, elle croise une autre fille nommée Lydia. Suzuna ne veut pas d'ennui, alors elle dit qu'elle est nouvelle ici. Lydia le sait déjà car quiconque s'inscrit à cette guilde est un novice qui vient d'être réincarné ici. Lydia explique qu'elle cherche quelqu'un avec un métier d'arrière-garde car une partie de son métier d'avant-garde n'est pas géniale. Elle admet qu'il pourrait être difficile pour un novice de faire équipe, mais elle dit que rejoindre un groupe fait monter de niveau les gens rapidement. Lydia a une certaine réputation, alors les gens autour commencent à raconter qu'elle recrute encore des gens. Lydia supplie Suzuna de former un groupe avec elle, et Suzuna est prise au dépourvu. Certains font remarquer que Lydia essaie toujours de recruter des gens, et ils se demandent combien de temps celui-ci va durer. Ils disent que, peu importe sa force, cela finit toujours de la même manière à cause de quelque chose chez elle. Aragito les entend, et il se demande ce que ce quelque chose est. Tout le monde rit de Lydia, mais Suzuna surprend tout le monde en acceptant l'invitation de Lydia. Lydia est ravie d'entendre cela, alors elles vont boire du thé ensemble pour célébrer. Louisa remarque alors qu'Aragito a une licence non enregistrée, alors elle l'appelle pour commencer. Louisa explique que seules les personnes qui s'enregistrent en tant que chercheurs sont autorisées à entrer dans le labyrinthe de ce pays. Avant de s'enregistrer, Aragito demande à Louisa ce qu'est censé être cet endroit appelé pays du labyrinthe. Elle explique que c'est une nation qui n'abrite que des chercheurs qui explorent des labyrinthes et les personnes qui les soutiennent. Les gens dont les âmes se réincarnent ici commencent tous leur nouvelle vie ici en tant que chercheurs, tout comme Aragito. En entendant tout cela, Aragito réalise qu'il est vraiment mort dans son ancien monde. Il a soudainement mal à la tête, alors Louisa s'inquiète que ses souvenirs soient en désordre à cause de la réincarnation. Elle s'excuse d'avoir tout expliqué si vite et propose un guérisseur, mais Aragito dit qu'il va bien. Il est prêt à commencer en enregistrant sa licence. Louisa fait remarquer que la ligne du métier sur sa licence est vierge, donc il doit la remplir. Il peut écrire n'importe quel métier pour lequel il pense être fait ou celui qu'il veut le plus essayer. Aragito est surpris qu'il ne choisisse pas parmi une liste prédéfinie, alors Louisa explique pourquoi le système fonctionne ainsi. Les gens se réincarnent ici avec toutes sortes d'expériences, donc ce système leur permet d'en tirer le meilleur parti. Aragito sait à quel point cette décision est importante, alors il prend un moment. Il réfléchit au fait que le fait d'obtenir ou non un métier très demandé déterminera s'il part du bon pied ou du mauvais pied. Il se souvient de son ancienne vie, où il était surmené chaque jour par sa jeune patronne élite. Cette patronne était Igarashi, et Aragito pense à la façon dont sa vie professionnelle à l'époque était essentiellement un enfer. Elle voulait toujours entendre toutes ses idées pour toutes les prendre. Maintenant qu'Aragito est dans un monde différent, il dit qu'il est enfin libéré des chaînes de cette entreprise. Il n'a plus à travailler sous les ordres d'une femme de carrière puissante, il veut juste une vie agréable et facile. Aragito n'en pourrait pas être plus heureux, mais il est horrifié lorsqu'il entend la voix d'Igarashi. Elle explique qu'elle est morte chez elle comme lui, et maintenant ils vont tous deux commencer leur nouvelle vie ici. Tout le monde autour d'elle lui donne l'impression d'être dans une sorte de convention de cosplay, et elle a du mal à croire que c'est réel. Elle dit qu'elle n'a pas encore vraiment réalisé qu'elle devra combattre des monstres ici. Aragito est choqué par la mention des monstres, alors elle explique que combattre des monstres est l'un des principaux métiers que les gens exercent ici. Le métier d'une personne et avec qui elle fait équipe sont essentiellement des questions de vie ou de mort au pays du labyrinthe. Igarashi remarque alors qu'Aragito n'a pas encore choisi de métier. Elle dit que ce serait bien s'il pouvait obtenir un métier qui lui donnerait quelqu'un vers qui se tourner si elle a besoin d'aide. Notre héros change rapidement de sujet et se demande quel métier elle a choisi. Igarashi devient timide un instant alors qu'elle fait remarquer qu'ils ne sont plus patronne et subordonnés. Aragito l'appelle chef depuis qu'ils sont arrivés, et elle veut lui dire d'arrêter. Elle s'apprête à dire qu'il peut l'appeler par son prénom, mais elle est trop gênée. Au lieu de cela, elle révèle juste que son métier est Valkyrie. Cela lui permet d'utiliser des épées,
des lances et même de la magie spirituelle. Aragito est impressionnée et Igarashi dit qu'elle pense que pouvoir faire beaucoup de choses l'aidera à survivre. Elle enseigne à notre héros que les rôles au sein du groupe doivent être répartis pour éviter d'avoir deux personnes avec le même métier. Aragito la remercie pour la leçon et décide qu'il devrait choisir quelque chose d'utile pour ses futurs coéquipiers. Igarashi se demande s'il pense déjà à former un groupe, alors il devient confus. Il change encore de sujet et lui souhaite juste bonne chance. Il lui dit qu'il devrait se retrouver quelque part s'ils parviennent tous les deux à survivre dans ce monde. Igarashi semble déçue lorsqu'elle suppose qu'il ne veut pas faire équipe avec elle, alors elle change de ton. Elle dit simplement qu'elle devrait se dépêcher de trouver des coéquipiers pour elle-même. Elle s'éloigne, déçue, et Aragito pense qu'elle ne ressemblait pas à son moi habituel. Louisa peut voir qu'il n'est pas prêt à choisir un métier, alors elle explique un peu plus. Elle révèle que le métier d'un chercheur affecte directement ce qu'on appelle les points de contribution. Rapporter des trésors rares, vaincre des monstres puissants et sauver la vie d'un compagnon rapporte tous ces points à une personne. Le nombre de points qu'une personne possède détermine sa place dans la hiérarchie secrète de tout le pays du labyrinthe. Toutes les activités d'une personne à l'intérieur du labyrinthe sont enregistrées et affichées sur une page à la guilde. Cette hiérarchie détermine le statut d'une personne, ainsi que la nourriture, le logement et les vêtements qu'elle reçoit réellement. Louisa révèle que les personnes tout en bas doivent parfois vivre dans des écuries. Aragito est horrifié d'entendre cela et préférerait éviter d'être en bas. Aragito se demande si les métiers d'arrière-garde sont très demandés, et Louisa confirme qu'ils sont essentiels pour tout groupe. Cependant, elle prévient que les arrière-gardes ont une endurance et une défense inférieures à celles des avant-gardes et des gardes intermédiaires qui combattent au corps à corps. Cela signifie que beaucoup d'entre eux ne survivent pas très longtemps, donc il y a toujours une demande pour eux. Aragito pense qu'un métier d'arrière-garde pourrait être un bon choix malgré les risques puisqu'ils sont toujours nécessaires. Maintenant, le vrai problème est qu'il n'est pas sûr quel métier d'arrière-garde lui conviendrait le mieux. C'est pourquoi il décide d'écrire simplement le mot arrière-garde sur sa demande. Aragito espère que le système choisira automatiquement le métier d'arrière-garde pour lequel il est le plus fait. Quand il l'écrit, le papier commence à briller, et même Louisa est confuse par ce qui vient de se passer. Elle regarde et se demande ce qu'Aragito a bien pu écrire. Quelque chose est évidemment étrange, mais Louisa n'en parle pas. Elle félicite simplement notre héros parce que sa demande a été acceptée. Aragito est toujours confus et se demande quel métier il a obtenu. Louisa dit arrière-garde, mais pour une raison quelconque, elle n'en est pas sûre. Quand la carte a brillé, elle a changé la langue dans laquelle Aragito a écrit. Louisa ne sait pas quelle est cette langue, et elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Normalement, tout ce qu'un chercheur écrit reste tel quel. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un métier sans précédent, quelque chose d'étrange peut arriver. Elle prévient Aragito qu'il pourrait avoir du mal à former un groupe. Louisa se sent en partie responsable de lui avoir donné de mauvais conseils, alors elle décide de prendre des mesures spéciales pour lui. Elle remet à Aragito des tickets de mercenaires à utiliser jusqu'à ce qu'il puisse comprendre ses propres forces et capacités professionnelles. Dehors, Aragito examine les compétences qu'il peut acquérir, et il y en a plusieurs différentes parmi lesquelles choisir. Le soutien défensif réduit les blessures des membres du groupe devant lui, tandis que le soutien offensif ajoute des dégâts à leurs attaques. Le soutien de récupération restaure la vitalité de ses combattants de première ligne, tandis que la vision arrière élargit sa vision pour couvrir l'arrière. Aragito pense que la compétence de vision arrière permet à un arrière-garde à faible endurance comme lui de surveiller ses arrières. Il décide de mettre ses points dans le soutien défensif d'abord. Après avoir testé cela, il ajoutera au soutien de récupération pour pouvoir soigner. À la réflexion, il décide de reporter le soutien de récupération. Il veut savoir s'il existe des potions ou d'autres moyens de soigner avant de s'engager dans cette compétence. Alors qu'il commence à se promener, il met ses premiers points dans le soutien défensif. Aragito ne remarque aucun changement et pense qu'il en apprendra plus lorsqu'il rejoindra un groupe. C'est le seul moyen de savoir s'il a fait le mauvais choix ou si les choses vont s'arranger. Notre héros se rend ensuite au bureau des mercenaires, où il rencontre la sous-directrice nommée Leila. Il veut utiliser ses tickets pour acquérir un mercenaire, et Leila explique que 2 tickets peuvent lui obtenir un demi-humain. Aragito préférerait un avant-garde qui peut utiliser un bouclier, mais Leila explique que le seul disponible est un homme lézard femelle. Elle dit que cet homme lézard est un rogue qui peut utiliser la plupart des équipements et porte un bouclier en cuir. Elle devrait être très utile au premier étage du labyrinthe où il va, qui s'appelle le champ de l'aurore. Aragito réfléchit et détermine qu'il devrait commencer son voyage en testant le soutien défensif niveau 1 sur des monstres faibles. Il se tourne vers Leila et dit qu'il aimerait engager l'homme lézard. Leila va le chercher, et Aragito imagine à quoi elle ressemblera. Il imagine une bête hideuse, mais il est stupéfait quand elle s'avère être une fille d'apparence normale. Leila explique qu'elle s'appelle Theresia. Aragito dit qu'elle ressemble à un humain, mais Leila révèle qu'elle est en fait une ancienne humaine. Un demi-humain est ce en quoi une personne se transforme après avoir été tuée par un monstre à l'intérieur d'un labyrinthe. C'est une des raisons pour lesquelles les gens disent toujours que les morts ne peuvent pas être ressuscités au pays du labyrinthe. Si la transformation peut être annulée d'une manière ou d'une autre,
un demi-humain peut retrouver sa forme originale. Aragito se demande pourquoi elle est traitée comme un homme lézard, et Leila explique quelque chose de troublant à propos des demi-humains. Tout d'abord, contrairement aux humains normaux, il n'est pas illégal d'apposer le sceau d'esclave sur les demi-humains. En plus de cela, personne n'est même capable de communiquer avec eux. Elle explique ensuite qu'ils ne peuvent agir que sur les ordres qu'ils reçoivent, mais qu'ils se battent instinctivement lorsque le combat commence. Aragito pense qu'il n'avait pas vu tout cela venir, mais il se présente chaleureusement à sa nouvelle compagne. Theresia ne dit pas un mot, mais elle lui serre la main. Alors qu'ils marchent ensemble dehors, on voit que notre héros a acheté une fronde. Il pense qu'il a enfin une arme et un partenaire, donc il commence à se sentir vraiment comme un vrai chercheur. Il se sent mal, cependant, de faire combattre une petite fille comme Theresia, alors il prévoit de rester tranquille aujourd'hui. Son plan est de trouver des monstres faibles, de tester ses compétences, puis de rentrer tôt. Finalement, ils arrivent au premier labyrinthe appelé le Champ de l'Aurore. Là, ils croisent un homme nommé Ribal et son groupe. Ils remarquent qu'Aragito est japonais, tout comme la Valkyrie du dernier groupe qu'ils ont vu. Aragito réalise qu'il parle d'Igarashi, ce qui signifie qu'elle a dû former son propre groupe. Ribal se présente et explique qu'il gagne sa vie en sauvant des gens qui ne peuvent plus bouger à l'intérieur des labyrinthes. Aragito se présente à son tour et se demande si les labyrinthes sont vraiment dangereux puisque Ribal doit en sauver des gens. Ribal dit qu'ils ne sont pas si mauvais tant qu'une personne n'affronte pas d'ennemis qu'elle ne peut pas gérer. Ribal détermine que, puisqu'Aragito a un mercenaire, il devrait aller bien tant qu'il s'en tient à combattre des monstres de bas niveau. Cependant, il l'avertit de faire attention aux monstres nommés car tout novice qui en affronte un va mourir. Il dit à Aragito de sortir directement du donjon s'il en aperçoit un. Aragito le remercie pour la leçon importante, et Ribal dit d'appeler son groupe s'il a des ennuis. Ils patrouillent souvent dans le labyrinthe, mais ils ne peuvent pas être à l'intérieur tout le temps pour aider tout le monde, mais ils feront de leur mieux s'ils les appellent. Aragito se tourne vers Theresia et lui dit qu'il est temps d'entrer. Quand ils entrent, Aragito est surpris de voir que cela ressemble à un champ ouvert. Finalement, une étrange créature apparaît devant eux, et Aragito se demande si c'est une sorte de monstre boule de duvet. Sa licence l'identifie comme une boule de coton de niveau 1, et Theresia se prépare au combat. La chose commence à tourner, et Aragito se demande si c'est l'un des monstres dont Ribal l'a averti. La boule de coton attaque notre héros, mais Theresia la bloque sans hésitation. Aragito est choqué car il n'arrive pas à croire que cela frappe aussi fort au niveau 1. Aragito dit qu'il devrait s'enfuir, mais Theresia n'écoute pas. Il remarque qu'elle est toute couverte d'égratignures et que, pour une raison quelconque, sa vie elle-même diminue. La créature se précipite vers eux, alors Aragito essaie de dire à Theresia de s'éloigner, mais elle intervient plutôt pour le protéger. Elle est visiblement blessée alors que ses PV tombent rapidement à zéro. Aragito se demande ce qu'il fait en laissant une petite fille le protéger. Il sait qu'il doit faire quelque chose, mais il n'est pas sûr de ce qu'il peut faire en tant qu'arrière-garde. Juste à ce moment-là, il se souvient de sa compétence de soutien défensif. Elle réduit les blessures des membres du groupe devant lui de 10 points, alors il l'utilise sur Theresia. Son timing est parfait, et Theresia est prise au dépourvu lorsqu'une barrière apparaît devant elle. Aragito dit alors à Theresia de bouger juste après qu'il ait tiré sur le monstre. Il le touche avec sa fronde, et Theresia enchaîne avec une attaque. Aragito est ravi de voir qu'ils ont gagné, mais Theresia est toute blessée. Il se sent vraiment mal et regrette de ne pas avoir utilisé sa compétence plus tôt. Il pense qu'il devrait quitter le donjon pour la faire soigner, mais elle ne veut pas. Aragito s'excuse auprès d'elle et admet qu'il ne prenait rien de tout cela au sérieux. Mourir dans un combat comme celui-ci n'avait même jamais été dans ses pensées, mais il comprend enfin le danger maintenant. Il remercie Theresia de l'avoir protégée et promet qu'il fera sa part pour la protéger désormais. Juste à ce moment-là, ils entendent un cri au loin. Ils vont voir ce que c'est, et Aragito est choqué de découvrir que c'est Igarashi. Son groupe semble combattre quelque chose, alors lui et Theresia vont l'aider. Les aventuriers ont rencontré une bête rouge, et ils se demandent ce qu'un monstre nommé fait ici. Aragito est choqué car il réalise que c'est l'un des monstres dont Ribal a dit qu'il doit fuir. La bête appelée le Visage Rouge s'apprête à attaquer, et notre héros appelle Igarashi. Surprise, au lieu d'essayer de se battre, Igarashi utilise pas Mirage pour aider ses amis et esquiver l'attaque. Aragito est impressionné et il se demande si c'est une compétence de Valkyrie. Un homme nommé Baldwick est gravement blessé et il crie qu'il ne veut pas perdre la vie. Il dit qu'il ne peut pas rester ici et il sort un parchemin de retour. Cet objet permet instantanément à son utilisateur et à son groupe de quitter un labyrinthe, mais cela réduit leur point de contribution. Baldwick l'utilise et il s'échappe avec son groupe. Aragito est horrifié, cependant, quand il voit que le chef Igarashi a été laissé derrière. Cela lui fait réaliser qu'elle n'était en fait pas en groupe avec ces gars-là. Aragito dit à Igarashi de s'enfuir parce que lui et Theresia peuvent prendre le relais. Igarashi refuse et leur dit de fuir à la place parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas se permettre de perdre ici. Aragito attaque la bête pour attirer son attention, mais Igarashi ne le permettra pas. Elle l'attaque aussi et lui dit que c'est elle qu'elle devrait combattre. Cela fonctionne car la bête se précipite pour l'attaquer.
Aragito peut dire qu'elle est trop faible en puissance pour activer pas Mirage à nouveau parce qu'elle se prépare à attaquer. Le visage rouge évite son attaque et charge à nouveau. Aragito essaie désespérément d'utiliser le soutien défensif pour la protéger, mais pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas. La bête la frappe, puis elle s'en prend à Aragito. Theresia saute devant l'attaque et Aragito essaie d'utiliser à nouveau le soutien défensif. Cela fonctionne cette fois, alors Aragito réalise que le soutien défensif ne fonctionne que sur les membres du groupe. Il regarde Igarashi et il est horrifié de la voir couverte de sang. Aragito se sent terriblement mal parce qu'il aurait pu la protéger s'il s'était associé avec elle à la guilde. Surprise, Igarashi s'excuse de ne pas avoir été utile et elle dit à Aragito de fuir. Aragito dit que c'est lui qui devrait s'excuser. Il réfléchit ensuite à quelque chose qu'il vient de réaliser après avoir utilisé le soutien défensif. Cela réduit les blessures des membres du groupe de 10 points, et pour ce monstre, cela a complètement bloqué son attaque. Cela donne à Aragito une idée de sa puissance, alors il élabore un plan. Il pense à sa compétence de soutien offensif et à la façon dont elle ajoute 10 points de blessure aux attaques des membres de son groupe qui sont devant lui. Juste à ce moment-là, la bête s'apprête à mettre fin à la vie d'Igarashi, alors Aragito dit à Theresia qu'il va avoir besoin de son aide. Il sait que ses attaques ne feront rien à cette bête, mais les attaques de Theresia, renforcées par son soutien offensif, l'abattront. Aragito donne le buff à Theresia, et elle détruit le monstre. Igarashi est dans un très mauvais état, alors Aragito dit à Theresia d'appeler Ribolt à l'aide. Theresia le contacte et Aragito s'occupe d'Igarashi. Il remarque qu'il vient de monter de niveau au niveau 2, ce qui signifie qu'il peut obtenir le soutien de récupération. Il le débloque, mais il doit demander à Igarashi de rejoindre son groupe pour pouvoir l'utiliser sur elle. Elle espère qu'il ne se moque pas d'elle, alors elle rejoint, puis elle s'évanouit. Aragito utilise sa compétence sur elle et il est soulagé de voir qu'elle commence à récupérer. Aragito range ensuite le visage rouge vaincu, et nous voyons que Ribolt est arrivé. L'état d'Igarashi est toujours très grave, alors il l'emmène immédiatement voir un guérisseur. Les deux filles qu'Aragito avait vues auparavant arrivent et elles se demandent ce qui a bien pu se passer. Aragito explique qu'un monstre nommé est apparu et que c'était serré, mais qu'ils ont réussi à s'en occuper. Les filles sont stupéfaites car cette boule de coton rouge est capable d'anéantir complètement des groupes de niveau 3 entiers. L'une d'elles exige de savoir comment ils l'ont vaincue, mais elle réalise qu'elle est impolie. Aragito travaillait autrefois avec ses filles, et elles se présentent comme Lydia et Suzuna. Suzuna se demande ce qui est arrivé à Igarashi car elles sont toutes les deux inquiètes pour elle. Aragito lui dit de ne pas s'inquiéter car la vitalité d'Igarashi a déjà récupéré. Lydia est d'abord stupéfaite, mais elle réalise que ce qu'elle pensait ne peut pas être vrai. S'il y avait un arrière-garde assez talentueux pour récupérer la vitalité d'Igarashi, ce serait une énorme affaire. Aragito se souvient d'avoir vu Lydia à la guilde et qu'elle voulait s'associer avec un très bon arrière-garde. S'il lui explique son métier, elle pourrait lui demander de rejoindre son groupe. Ce serait peut-être une bonne idée, mais Aragito se rappelle que le bien-être d'Igarashi passe en premier. Il dit simplement aux filles qu'il doit y aller, et elles se disent au revoir. Plus tard, Leila est impressionnée qu'Aragito ait déjà mené un combat et soit revenu en une demi-journée. Elle qualifie cela d'héroïque et dit à Theresia de laisser l'arme qu'elle a utilisée chez l'artisan. Theresia semble avoir quelque chose à dire, et Leila se demande ce que c'est. Theresia pose sa main sur la poitrine d'Aragito, choquant tout le monde. Leila révèle que Theresia s'est vraiment prise d'affection pour Aragito. Aragito est pris au dépourvu et il se demande s'il existe un moyen d'ajouter officiellement un mercenaire à un groupe. Leila est maintenant celle qui est surprise parce qu'il parle de Theresia. Elle révèle que cela coûte 100 tickets de cuivre pour acheter un mercenaire. Elle ne dit normalement cela qu'à ceux qui engagent des mercenaires humains, mais elle veut qu'Aragito le sache. Aragito estime que le prix n'est pas si élevé si cela fait de Theresia un véritable membre de son groupe. Ils ne sont partis en quête ensemble qu'une seule fois, mais la coéquipière qu'est Theresia est déjà indispensable. Plus tard à la guilde, Louisa s'inquiète qu'Aragito ait pu être blessé, mais il lui fait remarquer qu'il est indemne. Il aimerait lui parler en privé, alors ils vont dans une autre pièce. Aragito sort le visage rouge qu'il a vaincu, et Louisa passe en revue les résultats de sa première quête. Il a abattu Redface, qui est un monstre portant une prime, donc sa récompense est de 20 pièces d'or. Louisa voit ensuite son total de points de contribution, et elle est absolument abasourdie de voir le nombre 280. Elle dit que c'est bien trop incroyable car le plus qu'elle ait jamais gagné en tant que chercheuse n'était que de 105. Elle a même dû tuer 50 boules de coton juste pour atteindre le niveau 2, donc c'est incroyable. Aragito demande à propos d'une statistique appelée confiance qui est affichée sur sa licence. Louisa explique que le fait qu'un chercheur établisse ou non des relations harmonieuses avec d'autres chercheurs se reflète dans ses points de contribution. La confiance ne peut normalement pas être quantifiée, mais une licence l'évalue et la quantifie en fonction de l'état de vos coéquipiers. Le taux d'augmentation de la confiance d'un chercheur affecte également ses points de contribution, mais il dépasse rarement 5 en une seule quête. Louisa est stupéfaite car Aragito a mystérieusement 50. Elle ne peut que se demander à quel point Aragito s'est rapproché de son coéquipier.
Aragito réalise que c'est probablement pour cela que Theresia agissait comme elle le faisait plus tôt. Il réfléchit ensuite à quelque chose qu'il vient de réaliser. Pour tirer le meilleur parti de ses pouvoirs d'arrière-garde, il a besoin de très bonnes relations avec son avant-garde et sa garde intermédiaire. Cela signifie qu'au fur et à mesure qu'il les soutient, elles s'attacheront à lui de manière anormale. Aragito panique en réalisant que le fait qu'elle ressente des choses aussi fortes pour lui pourrait s'avérer être une très mauvaise chose. Louisa fait remarquer que la confiance n'augmente généralement pas avec un demi-humain, ce qui rend son ombre encore plus étonnant. Elle déclare que son nouveau métier inconnu pourrait être le métier d'arrière-garde le plus puissant du monde entier. Aragito écarte modestement la remarque, mais il demande à Louisa de n'en parler à personne. Elle comprend parce que si la nouvelle se répand, beaucoup de gens pourraient essayer de l'utiliser. Louisa révèle ensuite que son classement général actuel est un peu plus de 137 000e. C'est parmi tous les chercheurs du monde entier. Il est également un 124e dans le district 8. Il y a 3000 chercheurs ici, ce qui signifie qu'Aragito est dans la première moitié. Cela lui donne droit à un logement dans une suite, et notre héros n'en croit pas ses yeux. Louisa dit ensuite qu'on lui a dit qu'Igarashi s'était réveillé. Aragito lui rend visite, et le chef Igarashi le remercie car elle pensait qu'elle était morte. Elle prévient que des groupes de haut rang se battront probablement pour lui une fois qu'ils apprendront ses exploits. Il a vaincu un monstre nommé, et il a grimpé très rapidement dans les classements. Igarashi est cependant dure avec elle-même parce qu'elle a été mise KO et a dû être secourue. Elle a gagné 0 point de contribution, et elle admet qu'elle a simplement choisi un métier qui lui semblait cool. Pour empirer les choses, elle n'a même pas pu trouver quelqu'un qui voulait faire équipe avec elle. Elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir seule, mais elle a complètement échoué. Aragito la surprend cependant quand il dit qu'elle avait l'air plutôt cool quand elle l'a vue en danger et qu'elle ne s'est pas enfuie. Cela l'a finalement motivée, et il dit humblement que c'était purement par hasard qu'il ait tué la bête. À ce moment-là, Aragito lui demande si elle aimerait rejoindre officiellement son groupe. Si elle décide qu'il ne vaut pas la peine de faire équipe avec lui, elle peut toujours partir. Aragito est déçu quand elle se tourne, mais ce n'est pas ce qu'il croit. Igarashi fait remarquer qu'il lui a sauvé la vie, et qu'il l'a même réconforté ensuite. Elle dit qu'elle n'est pas le genre de perdante qui le refuserait après tout cela. Igarashi accepte son offre et elle lui dit qu'il peut cesser de l'appeler chef. Il l'appelle simplement par son nom, et elle dit qu'elle se réjouit de travailler avec lui. Plus tard, Igarashi se demande si Aragito ne voit vraiment pas d'inconvénient à ce qu'elle reste chez lui pendant qu'elle s'installe. Cela ne le dérange pas du tout, alors elle accepte son offre très généreuse. Ils font quelques courses sur le chemin du retour, et Aragito est surpris par les vêtements qu'Igarashi regarde. Il ne l'a vu qu'en costume parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés en dehors du bureau. En fait, ils n'ont même jamais parlé d'autre chose que du travail, donc c'est un peu embarrassant pour Igarashi. Alors que leur journée continue, Igarashi commence à s'ouvrir en parlant de son passé. Ses parents étaient très contrôlants et elle n'avait jamais son mot à dire dans sa propre vie. Finalement, elle a reçu une demande en mariage d'un des clients de son père, et elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer à laisser les gens contrôler sa vie. C'est pourquoi elle a travaillé dur pour construire sa carrière entièrement par elle-même. Elle a travaillé frénétiquement chaque jour pour atteindre un point où ses parents n'auraient plus leur mot à dire. Nos héros vont boire un verre ensemble pour la première fois, et Aragito réfléchit à ce qu'elle a dit. Il réalise qu'elle est telle qu'elle est parce qu'elle essayait de protéger sa propre vie. Igarashi est stupéfaite quand il dit qu'il est content d'avoir fait sa connaissance. Ils vont faire partie d'un groupe ensemble, donc c'est bien d'avoir une amitié solide. Pendant qu'ils mangent, Aragito surprend des gars parler d'une personne appelée l'épée de la mort. Cette personne est Lydia, et cela attire l'attention de notre héros. Ils ont entendu qu'elle a recruté une novice pour l'élever jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose. Ils réalisent aussi qu'elle a dû courir jusqu'ici après avoir quitté la brigade du Chevalier Blanc. Cela signifie qu'une chercheuse de haut rang comme elle traîne un passé, et cela pourrait être une bonne opportunité pour eux. L'un des gars dit à son ami de se taire, et il devient très clair qu'ils ont de mauvaises intentions. Plus tard, Aragito et Igarashi se disent bonne nuit et vont se coucher. Igarashi ne peut s'empêcher d'interrompre son repos car elle aimerait qu'il dorme avec le dos tourné vers elle. Aragito dit qu'il n'avait même pas remarqué et qu'il a dû se retourner dans son sommeil. Igarashi s'excuse parce qu'elle sait que c'est bizarre, mais cela la fait se sentir étrange. Juste à ce moment, Aragito réalise ce qui se passe réellement. Il regarde sa licence et voit que tout cela est causé par sa compétence d'arrière-garde appelée soutien de récupération. La façon dont les lits sont positionnés fait que les deux sont techniquement considérés comme avant-garde et arrière-garde. Aragito s'excuse frénétiquement et dit qu'il va dormir dans le salon. Là, il réalise que cette compétence reste en effet en dehors du combat, et qu'elle lui fait ressentir quelque chose. Cela ne va pas être bon, donc il va devoir déplacer son lit. Le lendemain matin, Igarashi se présente à Theresia et la remercie de l'avoir sauvée. Theresia ne dit pas un mot comme toujours, alors Igarashi se demande si elle a dit quelque chose de mal. Aragito lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est comme ça que Theresia est toujours. Quand ils arrivent à leur destination, Aragito explique quelques-unes des améliorations qu'ils ont obtenues. Theresia a reçu un petit bouclier rouge qui réduit les dégâts de feu,
et Igarashi a reçu une écharpe qui fait de même. Quant à Aragito, il a fait passer son lance-pierre à une bien meilleure arme appelée le coup de lame. Maintenant qu'ils ont ces objets, Aragito déclare que les deux filles serviront d'avant-garde. Il se lance dans le combat, et Aragito utilise le soutien défensif pour aider Igarashi à vaincre un monstre. Il l'utilise à nouveau et confirme qu'il atteint tous les membres de son groupe qui servent d'avant-garde. Il continue le combat, et à la fin, Aragito regarde ce qu'ils ont accompli. Ils ont anéanti 15 boules de coton et 3 abeilles à dard empoisonnées. Aragito est très satisfait car cela prouve que son groupe fonctionne incroyablement bien. Finalement, ils arrivent à l'entrée du deuxième étage du labyrinthe. Ils n'ont qu'à y entrer, mais Igarashi pense que cela a l'air sinistre. Aragito pense qu'il a besoin de 100 tickets pour ajouter Theresia à son groupe. Il veut le faire dès que possible, alors il devrait combattre les monstres bien plus forts qui se trouvent au deuxième étage. Cependant, des rumeurs circulent qu'un monstre nommé y est apparu. On l'appelle le Juggernaut, et il est assez vicieux pour anéantir des groupes de niveau 3 et 4. Le groupe d'Aragito n'est encore que de niveau 2, alors le rencontrer serait la fin pour eux. Il dit aux filles qu'ils rentrent pour aujourd'hui, mais ensuite ils entendent un cri. Ils n'ont pas de temps à perdre, alors ils se précipitent vers le deuxième étage. Là, ils trouvent Lydia et Suzuna devant un monstre géant. Il s'appelle un ORC accro, et il est vraiment dangereux. Lydia dit à Suzuna de rester en arrière, et elle déclenche son attaque taille transperçante. Elle élimine l'ORC, mais les bêtes dangereuses restent. Aragito dit à Igarashi et Theresia qu'ils s'occuperont d'elles-mêmes. Aragito essaie d'en toucher une avec son lance-pierre, mais elle est trop loin. Il protège ensuite Theresia pour qu'elle puisse éliminer une des abeilles. Igarashi utilise une attaque d'éclair, et elle élimine l'autre toute seule. Aragito s'occupe de Suzuna et elle dit qu'elle va bien. Elle admet qu'elle a l'impression de retenir Lydia, mais Lydia n'est pas d'accord. Elle fait remarquer que Suzuna est arrivée jusqu'ici et a vaincu un tas de boules de coton. Juste à ce moment, Aragito comprend ce qu'il faisait. Pour aider Suzuna à monter de niveau plus vite, ils ont dissous leur groupe. De cette façon, Lydia pouvait attirer les ennemis vers elle et laisser Suzuna porter le coup final. Cette stratégie ne fonctionne pas bien contre les abeilles, alors Aragito pense qu'il devrait cibler différents monstres. Lydia dit qu'ils ne peuvent pas faire cela parce qu'ils n'ont pas de temps. Elle a besoin que Suzuna devienne aussi forte qu'elle le plus vite possible. Elle dit que de cette façon, elle pourra revenir vite. Notre héros est d'abord confus, mais il se souvient avoir entendu les rumeurs à son sujet. Il réalise que ce à quoi elle veut retourner, c'est la brigade du Chevalier Blanc. Lydia est stupéfaite parce qu'il est au courant, et elle le fixe avec incrédulité. Étrangement, Lydia dit qu'il a tort, et elle refuse de retourner voir ces gens. Ce qu'elle veut vraiment, c'est revenir en arrière et aider une fille nommée Misaki. Misaki est la meilleure amie de Suzuna, et nous voyons qu'elle est en grand danger. Suzuna explique que Misaki a choisi le métier de joueuse parce qu'elle pensait avoir de la chance. Tout se passait bien, mais ensuite elle a ramassé un coffre au trésor qu'un monstre avait laissé tomber. Malheureusement, il s'est avéré que c'était un piège, et Misaki a été téléportée ailleurs. Lydia pense que c'était un piège de téléportation d'étage, donc Misaki devrait être quelque part sur cet étage. On ne sait pas ce qui va lui arriver, alors Lydia veut la retrouver le plus vite possible. Igarashi pense à quel point elle était désespérée quand elle était seule, alors elle déclare qu'elle doit aider à la chercher. Elle ne veut même pas imaginer à quel point Misaki serait terrifiée si elle croisait un monstre seul. Igarashi ne peut pas rester ici sans rien faire, et Aragito est d'accord avec elle. Il demande à Lydia s'il y avait d'autres groupes sur cet étage, car il aimerait aussi leur demander de l'aide. Lydia n'en avait vu aucun, mais juste après leur arrivée, elle a senti que quelqu'un les observait. Igarashi trouve cela très étrange, et elle se demande pourquoi quelqu'un regarderait des gens entrer au deuxième étage. Aragito prend alors un moment pour réfléchir à leur situation. Obtenir de l'aide d'autres groupes sera difficile, mais s'ils se séparent et que quelqu'un tombe sur une horde de monstres, ce serait bien pire. Notre héros surprend alors tout le monde quand il demande à Lydia et Suzuna de rejoindre temporairement son groupe. Il explique qu'il est un soutien arrière, mais qu'il ne peut soutenir que les personnes qui sont dans son groupe. Lydia réalise que cela aiderait Suzuna à monter de niveau en toute sécurité, alors elle dit à Suzuna de les rejoindre. Suzuna demande ce qu'elle va faire, alors Lydia explique qu'elle les accompagnera en solo. Son niveau est plus élevé que le leur, donc si elle rejoint leur groupe, ils gagneront tous moins d'expérience. Aragito a une question, alors il interroge une dame à propos de quelque chose qu'elle a dit à la guilde. Elle a dit qu'il y avait un aspect du métier d'avant-garde qui n'était pas le meilleur, et il se demande s'il y a quelque chose qu'ils devraient savoir. Lydia dit simplement que si elle leur dit de courir, alors ils doivent la laisser derrière et s'enfuir. C'est tout ce qu'elle leur demande, alors Aragito accepte. Lydia réitère qu'elle ne rejoindra pas le groupe d'Aragito, mais qu'elle suivra ses ordres. Il peut prendre tout ce qu'elle trouve, et s'il manque jamais d'argent, il peut venir la voir. Suzuna se présente alors formellement et explique que son métier est celui de prêtresse de sanctuaire. Tout le monde se regroupe, mais quelque chose préoccupe notre héros. Si Lydia voyage juste avec eux en tant qu'invitée, il ne pourra pas l'aider si elle a des ennuis. Juste à ce moment,
Ils entendent quelqu'un crier à l'aide, et Suzuna reconnaît que c'est Misaki. Ils trouvent Misaki ligoté devant un groupe de monstres géants. Il y en a un vraiment énorme, et Lydia ne peut que se demander ce que c'est. Cette chose est si terrifiante que Misaki s'évanouit. Aragito reconnaît immédiatement le Juggernaut dont il avait entendu des rumeurs. Lydia dit qu'il ne devrait pas être ici, donc quelqu'un a dû l'envoyer ici. Celui qui a fait cela veut probablement qu'ils éliminent la bête pour eux. Aragito pense que ce sont les gars qu'il a vus au bar, ce qui signifie aussi qu'ils doivent les observer. Lydia déclare que rien d'autre ne compte, car ils doivent vaincre les géants s'ils veulent sauver Misaki. Elle dit à tout le monde de rester en arrière, et elle se précipite seule. Elle ignore Aragito quand il essaie de l'arrêter, et elle utilise sa compétence de lame pour vaincre une partie de la horde. Aragito est impressionné par son attaque, mais quelque chose de terrifiant se produit. Lydia est consumée par une sorte d'obscurité, et elle hurle comme un monstre. Igarashi dit qu'ils doivent l'aider, mais Lydia leur dit de rester loin. Elle dit qu'ils doivent fuir et s'éloigner le plus possible. Aragito vérifie son statut, et il voit qu'elle est une berserker. Chaque fois qu'elle est touchée par la compétence innée de sang de quelqu'un, berserker est activé. Aragito réalise à quel point c'est dangereux, car Lydia semble incapable de contrôler son pouvoir. C'est sans doute pourquoi elle gardait ses distances et pourquoi elle ne rejoindrait pas leur groupe. Lydia jure de sauver Misaki, car elle dit qu'elle n'est pas une faiseuse de mort. Aragito est stupéfait, car elle prévoit d'affronter tous ces monstres nommés et ces orques toute seule. Elle se précipite pour attaquer le Juggernaut, mais son attaque ne fait même pas une égratignure. La bête géante utilise son attaque vocale brutale, et le rugissement puissant l'envoie s'écraser au sol. Aragito l'appelle, mais il est trop tard. La bête la saisit, alors Lydia dit à tout le monde de s'enfuir. Aragito pense à quelle facilité ils pourraient s'échapper s'ils utilisent le parchemin de retour que Suzuna possède. Ce serait la chose intelligente à faire, car il n'y a aucun moyen qu'il puisse battre le Juggernaut. Cependant, il dit qu'il ne peut pas s'enfuir juste parce qu'on le lui a dit. Au lieu de cela, Aragito tire un coup sur la bête, et elle lâche Lydia. Elle parvient à esquiver une autre attaque, mais elle est toujours en danger. Aragito se tourne vers les autres filles et leur dit que si elles n'ont plus d'option, elles doivent le laisser derrière et courir pour sauver leur vie. Les filles refusent, et elles promettent qu'elles sont avec lui jusqu'à la fin. Aragito les supplie de faire ce qu'il dit, et il promet de faire tout ce qu'elles voudront quand elles seront rentrées saines et sauves. Les filles acceptent, mais elles ne s'enfuiront pas s'il n'y a pas d'autre option. Aragito leur permet de rester à proximité, mais il leur fait promettre d'avoir le parchemin de retour prêt. Il pense alors que si l'une d'elles reçoit un coup direct du Juggernaut, elle ne survivra pas. Cependant, il voit que Lydia est capable d'esquiver les attaques du Juggernaut. Cela signifie qu'ils peuvent créer une opportunité pour contre-attaquer. Notre héros a une idée, alors il dit à Lydia de rejoindre son groupe. Elle hésite, alors il lui fait remarquer qu'elle ne peut pas sauver Misaki de cette façon, et les autres filles essaient de la convaincre. Les choses ne s'annoncent pas bien, mais notre héros est stupéfait quand sa licence montre que Lydia a rejoint leur groupe. Il lui ordonne immédiatement d'utiliser une attaque qui inflige beaucoup de dégâts. Il pense que les attaques physiques n'ont pas fonctionné contre le Juggernaut. Cependant, s'il ajoute 10 points à chacune des attaques de Lydia, cela pourrait peut-être percer. Aragito lui donne un coup de pouce, alors Lydia se précipite. Elle utilise sa compétence Red Sonic pour s'approcher, puis lame florale pour déchaîner une rafale d'attaques. Le plan d'Aragito fonctionne parfaitement, car les frappes renforcées de Lydia abattent la bête géante. Aragito craint qu'il n'y ait plus d'ennemis à proximité, alors il dit aux autres filles d'aller couvrir Lydia. Juste à ce moment, les gars du bar se révèlent, et ils se préparent à mettre fin à la vie de Lydia. Aragito dit aux filles de l'aider pendant qu'il les soutient. Les filles n'hésitent pas une seconde, et elles éliminent tous les voyous avec les renforcements d'Aragito. Igarashi est vraiment impressionné par la précision de Suzuna, et Suzuna elle-même est surprise. Elle dit que ses attaques semblaient un peu étranges, et c'était une sensation qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Tout cela grâce à Aragito, alors il dit à tout le monde de simplement supposer que lorsqu'elles sont devant lui, leurs attaques seront renforcées. Notre héros va ensuite voir Lydia, et elle dit qu'elle va bien. Elle se sent pathétique de ne plus avoir d'énergie, mais Aragito lui dit que ce n'est pas grave. Il utilise sa compétence de soutien de récupération et lui dit que cela la remettra en pleine forme. Lydia est alors heureuse d'apprendre que Misaki va bien. Elle était inquiète, car elle n'était pas sûre de pouvoir la sauver, alors elle remercie Aragito pour son aide. Misaki se réveille et elle serre immédiatement Suzuna dans ses bras. Elle était terrifiée, alors elle remercie son ami de l'avoir sauvée. Pendant ce temps, Lydia s'excuse, car elle sait que ce qu'ils viennent de la voir faire était assez déroutant. Elle sait que c'est beaucoup, alors elle promet d'expliquer plus tard. Aragito regarde alors le cadavre du Juggernaut, et il voit qu'il tient quelque chose. Il se demande si c'est un de ses coffres au trésor, et Lydia donne plus de détails. Elle explique que les monstres nommés laissent presque jamais tomber des coffres au trésor noir comme celui-ci. Elle révèle que ce genre de coffres sont de véritables trésors que tout chercheur rêve de trouver. Cependant, elle avertit qu'Aragito ne doit pas l'ouvrir à la légère.
Elle lui dit de demander à la guilde de les orienter vers un ouvreur de coffre qui pourra désamorcer le piège à l'intérieur. Juste à ce moment, Misaki remercie notre héros de l'avoir sauvé. Elle ne connaît rien au donjon ni au métier de chercheur, mais à partir de maintenant, elle promet de faire de son mieux pour apprendre. Elle veut commencer par demander à Aragito de l'inviter à dîner. Aragito est pris au dépourvu, mais les autres filles disent qu'elles ont aussi faim. Notre héros accepte de les emmener, alors il dit à Theresia qu'il la ramènera d'abord au bureau des mercenaires. Theresia ne répond pas, alors les autres filles font remarquer qu'elle veut aussi manger avec elle. La très excitée Misaki dit qu'elle voulait dire à Theresia à quel point sa tête de lézard est mignonne, et il devient très clair que les filles seront toutes bonnes amies. Avant le dîner, ils se rendent tous à la guilde pour faire leur rapport. Louisa crie comme une folle, car elle n'arrive pas à croire qu'ils ont vaincu un Juggernaut. Elle est tellement choquée qu'elle perd connaissance un instant, et elle leur dit de venir lui parler dans une autre pièce. Là, elle explique qu'il y a des monstres qui apparaissent couramment et d'autres qui sont rares. Quant au Juggernaut, il est extrêmement rare parmi les crocs à poil nommés. Louisa a vérifié les registres et a trouvé qu'un groupe comprenant 24 chercheurs entre eux avait autrefois affronté un Juggernaut. Malgré tous leurs efforts combinés, ils ont été complètement vaincus. Les seuls survivants étaient ceux d'un groupe dirigé par un gars nommé Bergen. Aragito réalise que Bergen était l'un de ses voyous. Le groupe de Bergen a pris Misaki pour attirer Lydia et la faire éliminer le Juggernaut à leur place. De cette façon, ils pourraient éliminer Lydia après et s'emparer de tout le butin pour eux-mêmes. Louisa leur dit de laisser la guilde gérer le reste, car juger des gens comme Bergen fait partie de leur devoir. Aragito change alors de sujet en se demandant si le pays du labyrinthe a un roi. Louisa dit non, et elle révèle que la famille qui a fondé le pays a été bannie du district 1. Ceux qui détiennent le pouvoir au pays du labyrinthe maintenant sont les chefs de la cathédrale et les guides de la guilde. Aragito en déduit qu'ils sont chercheurs parce que le pays le veut, et c'est pourquoi les gens convoqués ici n'avaient pas d'autre choix que de devenir chercheurs. Louisa révèle alors quelque chose de très intéressant à propos de ce pays. Elle explique que tous les labyrinthes du pays du labyrinthe existent ailleurs dans le monde. Seules les entrées utilisées pour s'y téléporter se trouvent à l'intérieur des murs du pays du labyrinthe. Elle-même n'est pas encore digne de savoir pourquoi il en est ainsi. Sur ce, Louisa examine leur journal d'activité du labyrinthe. Elle commence par dire qu'Aragito a reçu 10 points pour être entré au 2e étage du champ de l'aube. Cela l'a aidé à atteindre le niveau 3, et il a reçu 20 points supplémentaires. Le groupe a vaincu 15 boules de coton et reçu 75 points. Puis ils ont vaincu 8 abeilles à lance de poison pour 64 points. La liste continue, car le groupe a gagné une quantité incroyable de points. Cela comprend la somme énorme de 800 points pour avoir vaincu le Juggernaut. Ils reçoivent aussi beaucoup de points de confiance, pour avoir si bien collaboré. Les points semblent infinis, car ils reçoivent des points pour avoir sauvé Misaki et combattu des criminels. Aragito est un soutien arrière, ce qui signifie qu'il bénéficie plus que quiconque, car il a soutenu chacun d'eux. Au final, le total des points de contribution de chercheur d'Aragito est un hallucinant 1649. Cela signifie qu'il est désormais classé 2e dans tout le district 8. Louisa dit qu'un score de points de contribution à 3 chiffres est déjà assez impressionnant, mais il est passé à 4 chiffres en seulement 2 jours. Aragito est lui-même surpris, et Louisa dit qu'il est vraiment extraordinaire. Misaki demande s'ils peuvent enfin aller manger, et Aragito invite Louisa. Elle se joint à eux, et ils vont dans un restaurant. Aragito est leur chef, alors les filles disent qu'il peut s'asseoir au centre. Le moment prend une tournure intense, car les filles n'arrivent pas à décider qui va s'asseoir à côté d'Aragito. Misaki et Theresia prennent l'initiative de s'asseoir à côté de lui, et les autres filles sont déçues. Misaki aimerait beaucoup savoir quel genre de fille Aragito aime, mais notre héros reste professionnel. Il dit que ce genre de sujet est interdit, et la nourriture arrive enfin. Tout le monde aimerait qu'Aragito porte un toast, mais il veut d'abord leur dire quelque chose. Il explique que juste après le dîner, il prévoit d'aller voir Léla. Ainsi, il pourra faire ajouter officiellement Theresia à leur groupe. Il révèle que son objectif est de redonner à Theresia son corps humain, et Theresia reste sans voix. Les filles se demandent s'il est même possible de rendre à Theresia sa forme humaine, alors Aragito explique ce que Léla lui a dit, s'ils peuvent annuler sa transformation, alors elle pourra retrouver sa forme originale. Aragito ne sait pas comment faire, mais Louisa possède quelques informations. On dit que pour annuler une transformation de demi-humain, il faut se rendre à la cathédrale du district 4. Ce ne sera pas facile, cependant, car très peu de chercheurs ont jamais réussi à atteindre le district 4 depuis le district 8. Même Lydia dit qu'elle n'est allée que jusqu'au district 5. Leur voyage est sur le point de devenir bien plus dangereux, alors Aragito dit qu'il ne blâmerait aucune des filles si elles refusaient de les accompagner. Il pense que c'est une question de vie ou de mort, donc il ne peut pas entraîner les filles là-dedans à la légère. Il aimerait connaître leur avis, alors Igarashi dit immédiatement qu'elle viendra. Theresia l'a beaucoup aidé, donc elle veut lui rendre l'appareil. De plus, elle sait qu'Aragito est une bonne personne, et qu'il ne mettrait jamais aucune d'entre elles dans un danger inutile. Même dans leur vie antérieure, Aragito n'a jamais laissé ses collègues se surmener.
En fait, si personne ne l'arrêtait, c'est lui qui se surmènerait. C'est pourquoi Igarashi pense qu'il a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. Louisa dit qu'elle se joindra à eux car elle a confiance en les capacités d'Aragito. Peu importe le danger, elle est sûre qu'avec son aide, ils atteindront le district 4. Misaki dit avec enthousiasme qu'elle viendra aussi, car rester serait ennuyeux. En plus de cela, son instinct de joueuse lui dit qu'elle vivra plus longtemps si elle est avec Aragito. Suzuna aimerait aussi aider, mais elle a rejoint le groupe de Lydia en premier. Elle veut rester loyale envers Lydia et entendre ce qu'elle a à dire. Lydia rappelle à tous le problème qu'elle a et dont ils ont été témoins plus tôt. Elle explique que son épée s'appelle l'Empereur Écarlate. On la trouve dans un coffre au trésor laissé par un certain monstre nommé. L'Empereur Écarlate devient également le métier inhérent de la personne qui l'équipe. Lydia explique qu'elle était à l'origine une bretteuse, mais qu'elle s'est transformée en lame maudite. Sa compétence inhérente, appelée Berserk, s'active automatiquement lorsqu'elle reçoit le sang d'un autre sur elle. Pour empirer les choses, elle ne peut pas déséquiper l'épée. Aragito, choquée d'apprendre tout cela, se demande pourquoi elle n'a pas recherché l'épée avant de l'équiper. Lydia explique qu'elle faisait partie d'un groupe appelé la Brigade du Chevalier Blanc. Ils récupèrent les coffres des monstres nommés et utilisent l'équipement obtenu pour devenir plus forts. Ils n'évaluent rien car cela ne leur importe pas si l'équipement est maudit. Les membres ne peuvent pas non plus refuser d'équiper des objets, car ils feront tout pour devenir plus forts. À l'époque, Lydia voulait aussi devenir plus forte, mais maintenant elle le regrette. Elle a l'impression que cette épée l'a transformée en quelque chose de totalement différent. C'est pourquoi elle peut comprendre Theresia, et pourquoi elle a décidé de les accompagner. En retour, elle aimerait aussi leur aide. Elle dit qu'elle a ses raisons pour avoir besoin de recommencer à avancer, mais qu'elle ne peut pas le faire seule. Aragito accepte de l'aider à annuler la malédiction, et il dit qu'ils pourront chercher un moyen de le faire en chemin. Tout le monde célèbre alors qu'ils acceptent tous de faire le voyage ensemble. À la fin de la nuit, on voit qu'Igarashi et Louisa ont un peu trop bu. Aragito retourne au bureau des mercenaires, alors Lydia dit qu'elle peut ramener les autres filles chez lui. Au bureau des mercenaires, Aragito parle avec Leila. Il révèle qu'il a les 100 tickets de cuivre, donc il veut faire de Theresia un membre officiel de son groupe. Leila pensait qu'un nouveau venu mettrait au moins un mois pour en obtenir autant, elle est donc impressionnée. Notre héros n'a mis qu'un jour, mais il dit humblement qu'il a eu de la chance. Il promet de la protéger dans leur quête pour la rendre à nouveau humaine. Leila explique qu'elle donne aux demi-humains un endroit où ils ont leur place, mais ce n'est pas son véritable objectif. Elle veut vraiment leur rendre leur âme, mais elle manque de force. Elle déclare qu'un chercheur brillant et honnête comme Aragito est son rayon d'espoir. C'est beaucoup de responsabilités, mais notre héros promet de faire de son mieux. Il dit ensuite que parfois, il a l'impression de pouvoir comprendre ce que ressent Theresia, même si elle ne peut pas parler. Il ne saura pas si c'est juste une supposition ou non tant qu'il ne pourra pas lui parler. Leila fait remarquer qu'il n'est pas courant que les demi-humains aient des sentiments. Cependant, il est assez clair que Theresia semble plus ouverte envers Aragito aujourd'hui qu'hier. Leila demande à notre héros de prendre soin de Theresia, et Aragito promet qu'il le fera. En rentrant chez eux, Aragito dit à Theresia qu'elle n'a pas à marcher derrière lui. Il dit qu'elle peut marcher où elle veut, alors elle marche devant lui. Elle change d'avis pour se tenir à côté de lui, et il lui rappelle qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Tout ce qu'il demande, c'est qu'elle reste un peu devant lui lorsqu'ils sont au combat. Ainsi, il pourra la soutenir avec toutes ses capacités. Theresia veut continuer à marcher un moment, et Aragito lui dit qu'il comptera sur elle. Quand il rentre à la maison, les filles se préparent à prendre un bain. D'abord, Lydia dit à Aragito que lorsque son rang augmentera, il devra réfléchir à l'endroit où il logera. Louisa explique en lui rappelant qu'il est maintenant classé 7e dans tout le district 8. Cela signifie qu'il peut maintenant déménager dans une suite royale, et le plafond est de 8 résidents. Elle dit que les logements de Suzuna et Lydia seraient automatiquement annulés, mais notre héros ne comprend pas pourquoi. Lydia explique qu'un groupe ne peut pas avoir plus de 8 membres, donc les chambres qu'un groupe peut utiliser doivent permettre un total de 8 personnes. De plus, différents logements ont des capacités différentes. L'avantage d'être dans une meilleure chambre est qu'elle permet de récupérer beaucoup plus rapidement la santé et le mana. Lydia dit que la chose logique à faire est d'avoir tout un groupe vivant ensemble. Aragito déclare qu'il y réfléchira et il va se reposer. Il regarde sa licence et se souvient qu'il a gagné un niveau aujourd'hui, ce qui signifie qu'il peut obtenir une nouvelle compétence. Il y a plusieurs options, alors il les examine. Il est intrigué par une compétence appelée contre-courant, qui contre-attaque automatiquement lorsque l'utilisateur est attaqué par derrière. Les autres options semblent aussi très bonnes, donc il aura besoin de temps pour décider. Aragito se demande si Theresia a une licence, car il aimerait la voir. Theresia lui montre le sceau d'esclave sur son cou et lui dit de le toucher. Cela fait apparaître sa licence, et elle la montre à Aragito. Ils ont tous les deux un point de compétence à attribuer, alors il dit qu'ils peuvent choisir ensemble. Juste à ce moment, Misaki se réveille de sa sieste et promet d'être utile à Aragito. Son métier est joueuse, donc l'avoir à ses côtés facilite la recherche de trésors. Aragito ne peut que se demander pourquoi elle a choisi joueuse comme métier,
Alors elle dit que cela semblait amusant. Elle a toujours été bonne aux jeux de cartes, et sa famille a même acheté un billet de loterie qui a gagné 100 000 yens. Aragito détermine qu'elle a vraiment de la chance, alors Misaki dit qu'il peut compter sur elle. Misaki remarque que tout le monde est allé prendre un bain, alors il décide de les rejoindre. Aragito se dirige vers le bain des hommes tandis que Theresia rejoint les filles dans le bain des femmes. Notre héros profite de son moment de solitude, et rien d'inapproprié ne se produit qui doive être coupé de ce résumé. Ensuite, Aragito doit refroidir Theresia après qu'elle ait surchauffé dans le bain. Il est temps de décider dans quelle chambre tout le monde dormira, alors Misaki révèle qu'elle a inventé un jeu. Il y a cette route, et celle que vous choisissez décidera où vous dormirez. Aragito se souvient que dormir dans une chambre avec quelqu'un pourrait être dangereux à cause de ce qui s'est passé avec Igarashi. Il ne saurait pas comment expliquer cela aux filles, alors il joue simplement au jeu. Heureusement, sa route fait qu'il dort seul dans le salon. Il se prépare à aller au lit, et Theresia vient lui rendre visite. Il détermine qu'elle retournera bientôt dans son lit, alors il regarde à nouveau ses compétences. Aragito aimerait choisir contre-courant, mais il se rappelle que les compétences qui profitent au groupe passent en premier. C'est pourquoi il choisit œil de faucon, qui améliore sa capacité à surveiller les situations lorsqu'il est en retrait. Aragito l'utilise immédiatement, et une grille couvre toute la pièce. Notre héros peut immédiatement ressentir la différence car la zone dont il a conscience est beaucoup plus large. Il est sûr que cela sera utile, mais il est épuisé maintenant, et il s'endort. Au milieu de la nuit, Igarashi se sent très étrange, et les autres filles révèlent qu'elles aussi. Elles sont attirées par Aragito, mais elles ne savent pas ce qui se passe. Le lendemain matin, tout le monde passe en revue ce qu'ils vont faire. Louisa dit qu'elle organisera une visite des suites pour Aragito afin qu'il puisse choisir un nouvel endroit. Ensuite, elle trouvera un ouvreur de coffre pour ouvrir le coffre qu'Aragito a trouvé. Après avoir vaincu la bête géante, Aragito demande si quelque chose d'étrange s'est produit la nuit dernière, et toutes les filles font comme si de rien n'était. Notre héros se rend ensuite chez le dissecteur qui a fabriqué leur équipement à partir du matériau des visages rouges. Tout était de très haute qualité, et Aragito dit que cela lui a déjà sauvé la vie. Aragito a apporté le Juggernaut à disséquer, donc le gars travaille dessus. Le gars dit que le Juggernaut est tellement énorme qu'il a fait appel à tous les ateliers de dissecteurs du district 8 pour diviser le travail. Sa fille est là, et il dit qu'elle meurt d'envie de mettre ses talents à profit sur la pièce du Juggernaut qu'ils ont. La jeune fille est très impressionnée parce qu'Aragito leur a apporté 2 monstres nommés en 2 jours. Elle dit que voir son succès lui donne envie de retourner dans un donjon. Elle est sûre qu'elle pourrait disséquer toutes sortes de monstres rares si elle allait avec Aragito. Le propriétaire de l'atelier demande alors ce qu'Aragito aimerait faire du matériau une fois qu'ils auront terminé. Aragito dit qu'il aimerait qu'il les garde pendant qu'il décide s'il veut les vendre ou en faire de l'équipement. Dehors, nos héros sont prêts à visiter les suites, mais plus important encore, à rencontrer l'ouvreur de coffre. Aragito regarde le mystérieux coffre noir, et il ne peut que se demander ce qu'il contient. Un peu plus tard, nous voyons que nos héros ont trouvé un nouvel endroit où vivre. Aragito dit aux autres de s'installer pendant que lui, Igarashi et Theresia vont voir le perceur de coffre. Misaki est vraiment excitée parce que sa nouvelle maison est incroyablement luxueuse, elle va enfin pouvoir être comme les riches et célèbres, et elle n'en peut plus d'attendre. Le groupe se sépare, et Aragito va rencontrer le perceur de coffre. En chemin, nos héros rencontrent un monstre au milieu de la ville. Étonnamment, une femme est avec lui, et elle révèle que ce sera elle qui ouvrira le coffre noir d'Aragito. Elle s'appelle Felma, et son gros chien s'appelle Sion. Sion est une race appelée Silverhund, et elle était autrefois un chien de garde qui voyageait avec des chercheurs. Sion garde maintenant ses enfants, et Felma dit à ses enfants d'être sages pendant qu'elle travaille. Felma se met immédiatement au travail en touchant le coffre, et elle ressent quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis un certain temps. Elle explique que ce type de coffre, elle ne le rencontre qu'une fois par an. Felma peut immédiatement dire que le trésor à l'intérieur est une rareté de très grande valeur, cependant, si elle fait une erreur en l'ouvrant, cela pourrait invoquer une horde de monstres puissants, ou même anéantir toute une section de la ville. Pour faire simple, son échec provoquerait une sorte de catastrophe massive. Elle dit à nos héros de ne pas s'inquiéter, cependant, car elle est préparée. Elle porte des boucles d'oreilles d'artisan et un anneau de mystère, ce qui porte ses chances de réussite à 100%. Felma les emmène dans une autre pièce où elle commence réellement le processus d'ouverture. Une lueur étrange émane du coffre, et Aragito se demande ce qui se passe. Cela ressemble à un labyrinthe, alors Felma explique qu'il s'agit d'un mécanisme de défense destiné à empêcher l'ouverture du coffre. Elle dit que le coffre ne s'ouvrira pas à moins que toutes les boules du labyrinthe ne soient placées à l'intérieur du coffre. Si la boule touche ne serait-ce que le bord d'un passage du labyrinthe, quelque chose de terrible se produira. Felma dit à nos héros inquiets de lui laisser faire, mais regardez la boule traverser le labyrinthe est terrifiant, elle touche presque le bord à plusieurs reprises, et elle doit passer par des virages très serrés. Felma dirige les boules avec maestria et les envoie soigneusement dans le coffre. Elle termine finalement et ordonne au coffre de montrer tout ce qu'il contient. Le coffre libère une lumière aveuglante, et il est enfin ouvert. Felma dit à notre héros de regarder,
Mais il est déjà stupéfait, le coffre a libéré des tonnes d'or, et il y en a tellement qu'il remplit presque toute la pièce. Araito reste sans voix tandis qu'il contemple tout ce trésor. Il trouve également un objet étrange qui ressemble à une énorme clé. Felma explique que le coffre pourrait également contenir des objets maudits, elle les avertit de n'équiper quoi que ce soit avant qu'elle ne l'ait évalué. Au bout d'un moment, nos héros retournent retrouver les autres. Tout le monde est émerveillé car ils sont revenus avec de nouveaux équipements sophistiqués. Araito porte un gilet pare-balles, et il a même une arme améliorée, il a désormais une fronde appelée une fronde en ébène qui est beaucoup plus puissante. Elle a même des emplacements sur la poignée pour ajouter des runes, mais Araito n'a aucune idée de ce que c'est. Elidia explique que les runes sont essentiellement des pierres magiques supérieures, les objets dotés d'emplacements pour runes sont incroyablement précieux, alors elle lui dit d'en prendre bien soin. Araito porte également des gants de chêne en acier léger qui augmentent ses capacités de soutien, ils aideront beaucoup ses compétences, et tout le monde les admire. Quant à Theresia, elle porte désormais des bottes caméléons, celles-ci lui permettront de se fondre dans son environnement. Les autres remarquent qu'Igarashi manque à l'appel, et ils la voient se cacher à proximité. Elle est vraiment timide pour une raison quelconque, mais tout le monde est émerveillé de voir qu'elle a une nouvelle armure. Igarashi est gênée par son côté révélateur, mais elle offre beaucoup de soutien, elle s'appelle l'armure de dame en acier léger, et elle augmente sa défense magique. Elle a beaucoup d'autres avantages aussi, mais Igarashi déteste à quel point elle est révélatrice. Igarashi donne ensuite une ceinture qu'elle portait à Suzuna car elle ajoute beaucoup de défense. Suzuna l'essaie, et tout le monde dit qu'elle lui va vraiment bien. À ce moment, Suzuna se souvient que lorsqu'elle a vérifié sa licence plus tôt, son niveau avait augmenté, et elle avait des points de compétence. Araito dit qu'il en va de même pour lui, et pour Igarashi aussi. Ils ont beaucoup de choses à tester comme leurs nouvelles compétences et équipements, alors Misaki dit que le champ de l'aube sera l'endroit idéal pour le faire. Il s'y rend immédiatement, et Elidia déclare qu'il est temps d'abattre beaucoup de monstres. Il rencontre un groupe de boules de poils, et nos héros se préparent au combat. Araito ordonne à Misaki de lancer son arme appelée les dés de fer, Misaki s'étonne elle-même lorsque son attaque parvient à repousser les créatures. Araito regarde sa licence, et elle montre que ses compétences lui donnent des dégâts de soutien supplémentaires. Elidia le remarque aussi, alors elle dit que tout le monde peut s'attendre à voir des augmentations de leur défense et de leurs soins également. Tout le monde est vraiment excité, mais ils sont rapidement terrifiés lorsque 3 bêtes géantes apparaissent. Araito n'a pas peur alors qu'il dit à Suzuna et Igarashi d'utiliser leurs nouvelles compétences, il dit aussi à Theresia d'utiliser sa nouvelle arme, alors ils commencent tous leur attaque. Suzuna utilise l'auto-attaque pour abattre l'une des abeilles, et Araito élimine l'autre. Igarashi libère ensuite sa compétence appelée double attaque et découpe 2 des monstres. Theresia utilise le tranchant du vent, et son coup puissant tranche la bête en 2. Araito conclut que la double attaque d'Igarashi peut toucher 2 ennemis à la fois, et que le tranchant du vent de Theresia envoie l'ennemi voler après l'avoir touché. À ce moment, Suzuna remarque que les personnes devant elle brillent, personne d'autre ne peut voir cela. Araito commence à se demander si Suzuna a une sorte de capacité qui lui permet de voir des choses que les autres ne peuvent pas. Nos héros entrent ensuite dans le 3e étage, où le ciel semble plus sombre que d'habitude. Il y a aussi plus d'arbres ici, alors Elidia avertit qu'une couverture plus dense signifie une plus grande probabilité d'ennemis cachés à proximité. À ce moment, ils entendent un bruit terrifiant, et ils voient qu'il provient d'une meute de loups. Araito fait mettre tout le monde en formation, et il envoie les attaquants en premier. Ils lancent leurs attaques à distance comme d'habitude, mais Igarashi est prise dans un sort. 2 ennemis s'approchent pour la dévorer, mais Theresia parvient à les arrêter. Araito aide Igarashi en brisant le sort, mais il réalise qu'il s'approche trop près. Elidia rappelle à tout le monde de rester sur ses gardes car il y a encore quelque chose à proximité, ils peuvent sentir cette créature, mais ils ne sont pas capables de la voir. Étonnamment, Theresia libère une attaque et commence à poursuivre quelque chose. Araito réalise que, pour une raison quelconque, Theresia est la seule à pouvoir voir l'ennemi, cela lui fait comprendre qu'il combat un caméléon. Il dit à Suzuna de viser dans la même direction que Theresia. Sa flèche frappe le caméléon caché, et il est révélé à tous. Elidia suit l'attaque avec son tranchant déchirant, et il remporte enfin le combat. Ensuite, tout le monde se regroupe, et Araito réalise ce qui s'est passé plus tôt, les loups ont utilisé quelque chose appelé regard glaçant pour immobiliser Igarashi. Elle n'a pu bouger à nouveau que parce qu'Araito l'a interpellée, elle se demande pourquoi, alors Araito explique que c'était l'effet de sa nouvelle compétence appelée soutien moral. Araito se souvient comment Suzuna a vu tout le monde briller plus tôt, alors il se demande ce qu'elle voit maintenant. Suzuna explique qu'elle-même et Misaki brillent encore. Personne ne peut comprendre pourquoi, mais Elidia leur dit à toutes les deux de regarder leur licence. Elles voient toutes les deux que leur morale est à 100%, elles peuvent donc utiliser quelque chose appelé décharge de morale. Elidia dit qu'il semble que le soutien d'Araito ait augmenté leur morale à toutes, avec assez de morale accumulée, elles peuvent se remettre d'effets de statut mineur toutes seules. Quant à la décharge de morale, c'est une capacité qui permet à son utilisateur d'utiliser une compétence puissante inhérente à sa profession.
Ce qui la rend folle, c'est que leur morale s'est maximisée après seulement quelques combats. Ils conviennent tous que les deux filles devraient le tester pour voir quelle capacité cela leur donne. Suzuna utilise sa décharge de morale, appelée lecture lunaire, et Misaki utilise la sienne appelée règle de la fortune. Une lumière incroyable brille au-dessus d'elle et atteint la lune. L'un des dés de Misaki tourne au-dessus d'elle, et une lumière descend du ciel. Arahito n'en croit pas ses yeux car on dirait que les filles viennent d'utiliser une attaque combinée. Suzuna semble figée, alors les autres filles se demandent si elle va bien. Arahito parvient à la sortir de cet état, et Suzuna explique que sa tête est devenue vide pendant une minute. Ils remarquent tous que la lumière brille toujours depuis la lune, et Suzuna dit que sa lecture lunaire a été un succès. Il semble que ce soit l'effet de la décharge de morale, mais ils ne savent toujours pas ce qui se passe. Ils suivent la lumière, et elle les mène à une pierre dans le sol. Lydia a déjà vu ces pierres, alors elle explique qu'elles les téléporteront vers un autre étage. Ce qui est vraiment étrange, c'est que le champ de l'aube ne devrait avoir que 3 étages, et ils sont déjà au 3e. Igarashi demande à Arahito s'il devrait jouer la sécurité ou s'il pense que ce serait dommage de laisser passer cette découverte. Arahito a besoin de temps pour réfléchir, mais Misaki pense qu'il devrait prendre le risque. Malheureusement, elle ne leur laisse pas d'autre choix car elle trébuche et tombe sur la pierre. La pierre la téléporte, alors les autres doivent l'aider. Lydia explique qu'il n'y a pas de danger à s'y téléporter et en revenir rapidement, alors elle ira chercher Misaki seule. Arahito dit qu'il ira à sa place, et s'il ne revient pas, il devrait supposer que quelque chose de mal est arrivé. Les autres filles lui rappellent qu'ils sont un groupe, alors ils iront tous ensemble. Arahito est d'accord, alors il leur dit de se préparer à utiliser un parchemin de retour lorsqu'ils atteindront Misaki. Nos héros montent tous sur la pierre, et ils sont téléportés ensemble. Ils arrivent dans une sorte de donjon, et Misaki se précipite vers eux. Malheureusement, ils découvrent que le parchemin de retour ne peut pas être utilisé dans cet endroit étrange. Les filles sont terrifiées, mais elles n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Arahito sait qu'il pourrait rencontrer des ennemis puissants, alors il se rappelle qu'il doit juste protéger son groupe. Nos héros entrent alors dans une immense pièce et découvrent un monstre assis sur quelques marches. La créature ne bouge pas d'un pouce, elle semble donc être une sorte de statue. C'est à ce moment que Suzuna prend la parole, car elle peut sentir que quelque chose s'est passé à proximité. C'est grâce à sa compétence de Miko appelée détection spirituelle, qui perçoit les corps spirituels invisibles. Elle a une vision qui montre une bataille qui a eu lieu ici. La sensation qu'elle ressent est vague, mais elle pense que des gens ont combattu quelque chose et que leur vie ont pris fin ici. Arahito regarde la statue et détermine qu'il y a quelque chose, il se pourrait que ce soit en fait un golem. Igarashi se demande s'il ne réfléchit pas trop, mais il fait remarquer qu'il n'y a rien d'autre ici contre quoi ils auraient pu se battre. Cette statue est clairement suspecte, alors Arahito dit à tout le monde de rester sur ses gardes. Igarashi admet qu'il a raison car cette statue dégage une aura vraiment désagréable. Ils craignent qu'aussitôt qu'ils s'approcheront de la statue, elle ne se mette à bouger. Lydia doute que les attaques de l'âme puissent l'affecter, mais il pourrait peut-être lui faire quelques dégâts avec le soutien d'Arahito. Arahito élabore un plan au cas où la statue les attaquerait, et il dit à tout le monde d'utiliser des attaques qui portent plusieurs coups. C'est alors qu'Igarashi révèle qu'elle et Teresia viennent tout juste de débloquer leur décharge de morale. Elles n'en connaissent pas encore les effets, alors Arahito dit qu'ils verront cela plus tard. Igarashi fait remarquer que Lydia pourra bientôt utiliser la sienne, mais Lydia coupe court. Elle lui dit de ne pas compter là-dessus car elle ne peut l'utiliser que lorsque Berserk est actif. Arahito dit qu'ils pourront peut-être compter dessus à l'avenir après avoir retiré la malédiction de son épée. Une fois la planification terminée, nos héros s'approchent de la statue, et elle commence à bouger. Le monstre s'appelle le guerrier géant à tête d'aigle, et tout le monde est choqué car c'est un nommé de niveau 6. La bête pousse un rugissement puissant, et Teresia fait de son mieux pour en bloquer la force. Igarashi réalise que cette bête est d'un niveau supérieur au Juggernaut, donc cela ne sera pas facile. Elle frappe la première avec sa double attaque, mais notre héros la prévient qu'elle s'apprête à contre-attaquer. Elle esquive grâce à pas de mirage et Lydia enchaîne en attaquant avec sa lame rondeau. Nos héros utilisent ensuite leurs projectiles, mais la bête protège sa tête de l'attaque, et Arahito commence à réaliser quelque chose. Il détermine qu'elle protège sa tête de cette façon doit signifier que c'est le point faible du monstre. Ils doivent juste concentrer leurs attaques là-dessus, mais soudain, le monstre utilise une attaque de vent. Lydia est repoussée, et Arahito détermine qu'il doit faire quelque chose. Il utilise sa compétence œil de faucon, qui lui montre le point faible sur la tête du monstre. Il l'attaque, et la bête hurle de douleur. Arahito dit à tout le monde où attaquer, mais Suzuna prévient que la bête s'apprête à faire quelque chose. Elle subit une sorte de transformation, mais Lydia refuse de reculer. Elle se précipite avec sa raid sonique, mais la bête est bien plus rapide qu'avant. Elle se retrouve en sérieux danger, alors notre héros doit agir vite. Arahito la protège avec soutien défensif, mais le monstre déchaîne une autre attaque terrifiante. Notre héros est horrifié en réalisant que cette attaque touche tous les adversaires sur le champ de bataille. Des plumes de Nyanto pleuvent sur tout le groupe,
mais notre héros parvient à protéger tout le monde avec ses boucliers. Les filles sont horrifiées, cependant, en voyant que notre héros n'a pas pu se protéger lui-même. Il a subi d'énormes dégâts et commence à saigner abondamment. Les filles paniquent alors que la vie de notre héros s'évanouit, et Lydia prend le commandement. Elle dit aux autres de surveiller Aragito pendant qu'elle combat le monstre. Elle charge, et Suzuna va l'aider. Le combat continue, mais elles sont clairement surclassées. Misaki craque parce qu'elles ne sont pas censées combattre ce genre de monstre à leur niveau. Pour empirer les choses, leur chef intrépide est dans un très mauvais état. Aragito lui dit qu'il ira bien, et Igarashi dit qu'elle va le soigner tout de suite. Notre héros la choque en refusant car il ne peut pas être soigné tant que le monstre n'est pas vaincu. En plus de cela, Aragito révèle qu'il a encore un atout dans sa manche. Il ordonne à Igarashi d'utiliser sa décharge de morale et dit à Teresia d'utiliser la sienne aussi. Igarashi active la sienne en premier, et il s'avère que sa décharge de morale s'appelle Mirage de l'âme. Tout le monde est stupéfait car cette compétence incroyable crée des doubles de tout le groupe avec de vrais corps physiques. Les guerriers Mirage rejoignent la bataille, et Igarashi frappe la bête avec son éclair. Nos héros parviennent à faire quelques dégâts, alors Suzuna se demande si c'est leur chance. La marée commence à tourner, mais Lydia prévient tout le monde qu'elle s'apprête à utiliser à nouveau sa dangereuse attaque. Les filles s'interposent immédiatement devant Aragito car elles refusent de le laisser achever. Aragito craint que ce soit trop dangereux, mais Igarashi lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle ordonne à tout le monde d'utiliser les guerriers Mirage comme bouclier, et Aragito comprend son plan. Les doubles se tiennent devant lui, et Misaki comprend pourquoi ce plan fonctionne si bien. Il s'avère que le soutien défensif d'Aragito fonctionne sur les guerriers Mirage, ils sont donc parfaits pour la défense. Il y en a maintenant énormément, donc le soutien défensif d'Aragito crée une immense barrière. Le groupe survit, et Aragito remarque quelque chose de très important dans le comportement du monstre. Il ne peut pas utiliser cette puissante attaque 2 fois de suite, c'est donc le moment de frapper. Aragito utilise sa compétence appelée posture arrière, qui le place immédiatement derrière sa cible. Il attaque la bête de là et lui inflige de sérieux dégâts. La capacité d'Aragito montre que les guerriers spirituels sont chargés, alors il ordonne aux filles de les utiliser. Lydia et son guerrier spirituel utilisent leur lame fleurie, qui déchaîne une volée d'attaque. Aragito dit que la bête est presque finie, alors Misaki réalise que c'est enfin son tour. Elle lance ses dés sur la bête, et cela la fait basculer. Des fissures se forment sur tout son corps, et elle est finalement vaincue. Son attaque abat le géant, et nos héros n'arrivent presque pas à croire qu'ils ont gagné. Lydia se précipite pour donner les premiers soins à Aragito, mais elle est stupéfaite de constater que ses blessures sont guéries. Aragito va en fait bien maintenant, et il révèle que Teresia en est la raison. Sa décharge de morale absorbe des points de vie proportionnellement aux dégâts qu'elle inflige au combat. Cette guérison fonctionne sur tout le groupe, alors Aragito remercie Teresia. C'est alors que Teresia trouve quelques joyaux que le puissant ennemi a laissé tomber. Lydia explique que le noir est une rune qui peut être utilisée pour améliorer l'équipement. Elle ne sait pas ce qu'est le rouge, mais Misaki devine d'où il vient. Elle fait remarquer que le monstre vaincu semble avoir un œil manquant. Nos héros fouillent ensuite les lieux pour voir s'il y a autre chose à prendre. Après avoir collecté quelques objets, ils finissent par trouver une porte géante, mais elle ne s'ouvre pas. Misaki remarque un trou dans la porte et réalise que la pierre rouge irait parfaitement. Teresia place soigneusement la pierre à l'intérieur, et la porte mystérieuse s'ouvre enfin. Il trouve ce qui ressemble à un cercueil, et quelque chose semble être à l'intérieur. C'est une fille endormie, et Masaki se demande si c'est une poupée. Suzuna peut dire qu'elle est vivante, et Igarashi remarque un trou de serrure sur sa poitrine. Cela rappelle à Aragito qu'il a trouvé une clé lorsque Felma a ouvert son coffre noir. Aragito pense qu'il pourrait trouver une sortie s'il regarde autour de cette pièce, mais il est plus préoccupé par le fait de réveiller cette mystérieuse fille. S'il la réveille, elle pourra peut-être leur dire comment sortir. Aragito décide d'essayer la clé, mais les autres filles lui disent d'attendre. Elles ne veulent pas qu'il porte cette responsabilité seul, alors ils mettent tous la clé ensemble. Ils insèrent la clé, et la fille se réveille enfin de son long sommeil. Elle appelle immédiatement Aragito par son nom complet et le remercie de l'avoir réveillée. Elle se présente ensuite comme Arya, la 117e divinité cachée. Arya explique qu'elle est destinée à accorder sa protection à quiconque va si loin. Malheureusement, elle s'excuse car leurs efforts ont été vains, et elle ne le peut plus. Arya a perdu la majeure partie de son autorité, et beaucoup de ses parties sont parties. Elle a été abandonnée ici il y a longtemps car son créateur l'a jugée comme un échec. Son degré de perfection en tant que réplique d'une divinité était tout simplement trop faible. À cause de cela, son créateur l'a jetée dans ce labyrinthe et l'a scellée à l'intérieur. Nos héros trouvent cela horrible, alors ils se demandent s'il y a un moyen de la libérer. Arya dit que ce n'est possible que si quelqu'un devient son dévot et rassemble les parties nécessaires. Cependant, elle ne le recommande pas car c'est très dangereux, croire en une divinité cachée comme elle fera de cette personne l'ennemi de tous les autres dieux. Il devrait combattre les autres dieux, et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Elle explique que les dévots assument également la responsabilité de ce qu'on appelle le rassemblement des dieux. En plus de cela,
Une personne ne peut jamais vénérer qu'un seul dieu. Arya se dit un échec car son état actuel est un désastre. Il lui manque énormément de parties, donc si elle rencontrait un autre dieu, elle ne pourrait pas le vaincre. Aragito comprend les risques, mais il sait ce qu'il veut faire. Il ne décidera pas pour les autres, cependant, alors il leur demande ce qu'elles en pensent. Suzuna veut sauver Arya, et Lydia dit que la protection de la divinité cachée les aiderait. Aragito dit alors à Arya qu'il ne pense pas du tout qu'elle soit un échec. Ils sont prêts à devenir ses dévots, alors il lui demande comment faire. Arya dit que c'est facile, et tout ce qu'elle a à faire est d'accorder à leur licence la capacité de la contacter. Elle le fait, et elle promet de les aider avec sa protection chaque fois qu'ils seront en danger. Elle les remercie de l'avoir choisi, mais notre héros fait remarquer qu'ils ont simplement fait ce qui leur semblait juste. Arya crée alors un passage pour faire sortir ses héros de cet endroit. Suzuna s'inquiète beaucoup, craignant qu'ils ne puissent pas revenir. Arya lui dit de ne pas s'inquiéter car une fois qu'elle aura retrouvé sa puissance, elle pourra également créer une entrée ici. Ils se disent tous au revoir, et nos héros sont ramenés. À la surface, Igarashi remercie Aragito car ils ont tous survécu grâce à lui. C'est alors que notre héros s'effondre parce que toutes ses forces l'ont soudainement quitté. Les filles lui disent de se reposer, et Theresia surprend tout le monde en tenant Aragito. Igarashi réalise que Theresia montre sa reconnaissance à sa manière. En bas, Arya dit que cela fait 860 ans que cet endroit a été construit pour elle. Après tout ce temps, il a enfin été déverrouillé par Aragito. Elle regarde ensuite dans les souvenirs d'Aragito et voit les personnes qu'il a protégées. Arya déclare que s'il va les protéger par derrière, alors elle le protégera, elle, depuis l'endroit où elle se trouve. Un peu plus tard, nous voyons que Louisa peut à peine se contenir. Elle dit que c'est parce que tout ce qu'Aragito a accompli est tellement incroyable que son esprit s'est figé un instant. Elle passe en revue ses résultats secrets, et elle n'est toujours pas habituée à voir des résultats aussi incroyables. Ce qui a vraiment retenu son attention cette fois-ci, c'est sa découverte et son entrée dans un territoire inexploré. Le territoire inexploré fait référence à des endroits d'où aucun membre de la guilde n'est jamais revenu vivant, d'une manière ou d'une autre. Aragito et tout son groupe sont revenus sains et saufs. Cela signifie que les points de contribution de leur groupe les placent au-dessus de tous les autres groupes. Aragito est actuellement classé premier dans tout le district 8, et il n'arrive pas à y croire. Sur le chemin du retour, nos héros remarquent une agitation. Les enfants de Felma sont là, ainsi que leur chien d'argent. Aragito se demande s'ils ont des ennuis, car un type exige de savoir comment ils comptent se faire pardonner pour quelque chose. Le type explique à Aragito que leur chien l'a percuté délibérément. Il a sali ses précieuses bottes, et il veut une compensation. Il veut 10 pièces d'or, mais Aragito voit bien qu'il essaie simplement de les extorquer. La fille de Felma explique que c'est le type qui a heurté Sion, mais le type lui dit simplement de se taire. Aragito a une idée, alors il dit aux enfants de le laisser emprunter le pouvoir de Sion. Il transfère Sion au groupe d'Aragito, et Aragito dit au voyou de s'excuser. Le type essaie plutôt d'attaquer, mais Aragito utilise le soutien défensif pour protéger Sion. Il ordonne ensuite d'attaquer tout en lui apportant un soutien supplémentaire. Sion repousse le voyou, et le voyou s'enfuit pour sauver sa vie. Felma revient enfin, et elle remercie Aragito d'avoir protégé ses enfants. Aragito lui en attribue le mérite, et il pense qu'il n'avait aucune idée qu'elle était si forte. Le Sion, animal de compagnie de notre héros, et Aragito se demande s'il existe un endroit où il peut trouver un chien de garde comme elle. Il est clair qu'ils l'ont prise en affection, alors Felma dit qu'ils peuvent emmener Sion lors de leur prochaine quête. Felma voulait donner un peu d'expérience de quête à Sion, et elle semble beaucoup apprécier Aragito. Aragito pense que, s'ils avaient Sion avec eux, cela renforcerait encore leur défense. Aragito accepte de l'emmener avec eux, et Sion exprime sa joie. Ensuite, notre héros se rend chez le dissecteur qui démonte le Juggernaut. Aragito a apporté d'autres monstres qu'il aimerait faire disséquer. La fille du dissecteur se met immédiatement au travail, et Aragito se demande si la dissection est la seule chose que Reker fait dans son atelier. Aragito espérait aussi faire évaluer des objets, mais Reker ne peut pas faire cela. Reker fait remarquer qu'il serait pratique pour Aragito d'avoir quelqu'un dans son groupe qui sache utiliser la compétence d'évaluation. Aragito n'y avait jamais pensé auparavant, mais il convient que ce serait une bonne idée. La fille de Reker termine un travail, et Reker n'arrive toujours pas à croire à quel point le groupe d'Aragito est incroyable. Ils ont abattu un chien gréé et un mangeur de plants lors de la même course, c'est donc un miracle qu'ils soient encore en vie. Il souligne qu'il est courant que des chercheurs perdent la vie dans les donjons, certains d'entre eux sont même transformés en demi-humains, mais il a entendu dire qu'il existe un moyen pour eux de retrouver leur forme originale. Aragito dit qu'il prévoit de faire cela pour Theresia, et Reker explique pourquoi il tient tant à cela. Il révèle que sa femme est une demi-humaine. Elle a perdu la vie dans un labyrinthe, et des chercheurs l'ont trouvée en tant que demi-humaine. Malheureusement, elle était déjà enceinte de leur fille, Melissa. Après avoir accouché, elle a rejoint le groupe et continue de chercher avec eux. Reker explique que l'acquisition des moyens pour annuler une transformation en demi-humain exige qu'un chercheur monte en grade.
Reker a dû prendre la difficile décision de se séparer de sa femme afin de pouvoir élever Melissa. Il explique ensuite que Melissa ne s'intéresse à rien d'autre qu'à la dissection des monstres. À cause de cela, elle a toujours travaillé à l'atelier, mais elle n'a aucune expérience des interactions avec des enfants de son âge. Reker déteste qu'elle gaspille sa jeunesse en espérant trouver des matériaux rares qu'il n'obtienne jamais à l'atelier. Il veut qu'elle voie davantage le monde extérieur, mais Melissa l'interrompt. Elle révèle que le mangeur de plants transportait une pierre de camouflage. Si un chercheur l'ajoute à son équipement, il peut utiliser la furtivité active. C'est une compétence qui permet au chercheur de se fondre dans son environnement. Aragito pense qu'une des filles devrait l'utiliser, mais Igarashi dit que c'est lui qui devrait le faire. Il est le plus vulnérable lorsqu'il protège les autres, et elle ne veut pas le voir se blesser à nouveau. Melissa prévient que la furtivité active consomme beaucoup d'énergie, donc il ne peut pas l'utiliser inconsidérément. Aragito pense que, s'il utilise cela, il pourrait être capable d'attaquer les ennemis avant même qu'ils ne le remarquent. Il accepte de l'utiliser et tourne ensuite son attention vers Melissa. Il se demande si elle aimerait partir en quête avec eux, et elle dit oui. Aragito explique qu'ils viendront la chercher avant leur prochaine quête, alors elle le remercie et se présente. Plus tard, nos héros se rendent à l'endroit où ils vont désormais séjourner. Aragito envoie tout le monde dans les chambres pour se préparer pour le dîner. Pendant qu'ils s'enregistrent, un type se demande s'il est le chef du groupe qui vient d'emménager. Aragito se présente et dit que son groupe va séjourner dans cette auberge. Le type révèle que son groupe était classé premier du district 8, mais qu'ils viennent d'être rétrogradés à la 2e place. Il voulait rencontrer le nouveau numéro 1, mais Aragito est très humble. Il attribue le succès de son groupe à la pure chance. Ce type s'appelle Gorg, et il peut voir qu'Aragito est très compétent. Il se demande si le reste de son groupe est également fort, et Aragito admet qu'ils ont bien un niveau 9. C'est vraiment incroyable, alors Gorg en déduit qu'il doit s'agir de la légendaire Lydia. Aragito est vraiment surpris parce qu'il pensait que ce type serait contrarié. Ils ont dépassé son groupe au classement, mais Gorg semble s'en moquer. Gorg dit que son groupe s'appelle Polari, et Aragito réalise qu'il n'a jamais nommé son groupe. Il dit qu'il parlera du choix d'un nom avec les membres de son groupe, mais Gorg fait remarquer qu'il pourrait simplement en choisir un lui-même. Aragito ne veut pas, car ce sont les autres membres qui rendent leur groupe possible. Gorg dit qu'ils devraient boire un verre ensemble un de ces jours, puis il s'en va. Ce soir-là, nos héros dînent et ils admirent la nourriture élégante. Misaki n'arrête pas de penser que la nourriture est faite pour les monstres, alors elle donne la sienne à Theresia. Lydia n'aime pas les légumes, et Igarashi lui en a mis trop dans son assiette. Elle donne le surplus à Theresia, et les filles se demandent si Aragito peut communiquer avec elle par écrit. Aragito explique qu'il ne semble pas que Theresia sache écrire. Elle comprend ce qu'elle voit et entend, mais sa capacité à communiquer avec ses propres mots a été scellée. Aragito rappelle ensuite à tout le monde de ne pas trop manger car ils iront en quête demain. De plus, ils emmèneront Melissa et Sion avec eux pour pouvoir les utiliser. Misaki craint de devoir rester à la maison, mais ce n'est pas le cas. Elle peut se joindre à eux, mais Aragito s'inquiète pour sa sécurité car elle n'est que de niveau 2. Misaki dit qu'elle peut simplement rester avec Melissa à l'arrière, et qu'elles ne participeront pas aux batailles. Elle pourrait être comme une force détachée, alors Aragito y réfléchit. Il pense que ses capacités agissent sur les personnes devant lui, donc il devrait simplement ajuster sa position si les autres filles ont des ennuis. Il aimerait voir les compétences de Misaki, alors elle le laisse regarder. Misaki a toute une série de compétences à sa disposition, ils doivent donc en choisir une. Ce sont des compétences basées sur la chance, et certaines sont trop risquées à utiliser en combat. Elle en aura de encore meilleures lorsqu'elle montera de niveau, alors Aragito dit à Misaki d'attendre avant de choisir. Suzuna dit alors qu'elle aimerait qu'Aragito regarde ses compétences ensuite. Aragito parcourt la longue liste et l'aide à choisir la compétence qu'elle devrait viser. Suzuna veut essayer la compétence de médium, mais Aragito craint que cela ne finisse par la faire posséder. Cependant, ce qu'elle veut est le plus important, alors il lui dit de la choisir. Juste à ce moment, Misaki se souvient que cette semaine comprend un bain. Les filles se demandent avec qui Theresia aimerait prendre un bain, mais Aragito change de sujet. Cette nuit-là, Theresia va voir Aragito parce qu'elle a encore eu une surchauffe après le bain. Les changements brusques de température sont mortels pour les hommes lézards, alors Aragito commence à la soigner. Il fait ensuite remarquer que Theresia l'a constamment aidé, mais qu'il ne l'a jamais remercié correctement. Aragito la remercie d'avoir rejoint son équipe, et Theresia lui prend simplement la main. Il est évident qu'elle veut dire quelque chose, mais elle ne peut pas communiquer. Aragito lui dit de se souvenir de ce qu'elle veut dire et de le garder pour plus tard. Il lui promet de la transformer à nouveau en humaine quoi qu'il arrive, afin qu'elle puisse le lui dire à ce moment-là. Le lendemain, tout le monde en ville panique car une tonne de monstres sont apparus. Nos héros sont horrifiés, tandis que Lydia souligne qu'il s'agit d'une débandade. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.